Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on va partir en Italie, non pas pour la série mais pour l'intervenante avec Elisabetta Lourgo. Bonjour Elisabetta. Bonjour. Alors Elisabetta, vous êtes docteur en histoire et vous êtes enseignant-chercheur à l'université Ca' Foscari de Venise. Vous êtes une spécialiste des histoires des dévotions à l'époque moderne et des relations entre la France et l'État de Savoie. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages que l'on a mis dans votre bibliographie sur le site internet histoireensérie.com. Je vais quand même rappeler le dernier qui vient de sortir en 2021 aux éditions Perrin. C'est Marie-Louise d'Orléans, la princesse oubliée, nièce de Louis XIV. Donc, vous le retrouvez, je viens de le dire, aux éditions Perrin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette époque, justement, de Louis XIV, Elisabetta, dont vous êtes une des spécialistes. On va évoquer la série L'Allée du Roi, mais peut-être avant d'évoquer la série elle-même, en première question, j'aurais aimé que vous resituiez cette période de Louis XIV, de Madame de Maintenon. Comment est-ce qu'elle a été transposée, que ce soit au cinéma ou à la télévision? Ça nous permettra ensuite de mieux comprendre le contexte scénaristique de la série. Oui, moi je trouve très intéressant en effet que la figure de Louis XIV et les personnes qui l'entourent, je crois qu'ils n'ont pas suscité de la part du cinéma et de la télé l'intérêt qu'on pouvait s'attendre, par exemple, à l'égard d'un roi si célèbre, le roi Soleil, si célébré, qui est à l'origine d'un chef-d'œuvre universellement connu comme le Château de Versailles. En effet, les films et séries de production françaises ne manquent pas, même s'ils ne sont pas très nombreux, en effet. On peut rappeler, par exemple, Le Roi Danse de Gérard Courbiot en 2000, qui est néanmoins une reconstruction d'ailleurs très romancée de la vie de Jean-Baptiste Lully et de son rapport avec Louis XIV. On peut rappeler aussi Louis Enfant Roi par Roger Planchon en 1993, qui retrace l'enfance de Louis XIV pendant la Fronde, une tentative louable, mais il est encore lourdement influencé par une historiographie ancienne au style au cardinal Mazarin, qui est un peu ici l'éminence noire de la régente en Autriche. Puis il y a le plus récent, la mort de Louis XIV d'Albert Serra, qui est moins une reconstruction biographique qu'une longue réflexion sur la vieillesse et la mort. On peut rappeler encore si Versailles m'était compté en 1953 par Sacha Guitry, qui est une restitution de certains épisodes de la vie du roi, parfois teintés d'humeur, mais qui évidemment souffre de son âge. Les productions étrangères sont aussi très rares et dans tous les cas, on ne retrace pas la vie du grand roi de Louis XIV. On se contente d'en esquisser quelques moments ou d'utiliser la cour de Louis XIV pour mettre en scène d'autres personnages et d'autres histoires comme fil principal du récit. Je songe ici à Film comme Vatel, qui raconte le suicide du cuisinier maître d'hôtel du prince de Condé, François Vatel justement, ou Le Jardin du Roi, par exemple, centré sur André Le Nôtre et sa maîtresse. En Italie, on a eu un grand essai de cinéma vérité avec le film La presa di potere di Luigi XIV, La prise de pouvoir par Louis XIV, de Roberto Rossellini, qui a été réalisé en 1966. Le réalisateur prétendait en effet de mettre en scène pour la première fois une représentation réaliste de la cour de Louis XIV, au moment justement de sa prise de pouvoir lors de l'arrestation de Nicolas Fouquet. Le film suit donc le jeune Louis XIV qui annonce sa volonté de gouverner seul, sa collaboration avec Colbert et la mise en place de la vie de cour, la mise en scène de sa prise de pouvoir. Il s'agit d'un film, évidemment, d'un film important sous plusieurs aspects, mais qui en vérité est loin d'être une représentation fidèle de la personnalité de Louis XIV et de sa cour. Il y a plusieurs
erreurs historiques de la mise en scène et dans le décor, notamment, par exemple, dans les séquences sur les petits levés et les grands levés, mais aussi dans la représentation, par exemple, du petit couvert et du grand couvert. Par exemple, il y a le frère du roi qui le sert à table, ce qui n'était certainement pas le cas. Il lui donnait la serviette, mais il ne le servait pas à table. Surtout, le film fait une erreur que nous retrouvons dans la grande majorité des reconstructions de la cour de Louis XIV, c'est-à-dire celle d'utiliser comme modèle les mémoires de Saint-Simon. Ceux-ci sont une pièce de grande littérature, évidemment, mais ils soulèvent pas mal de problèmes. La cour des dernières années du règne de Louis XIV, décrite justement par Saint-Simon, n'est pas du tout la cour des premières années de son règne personnel. La description aussi de la personnalité de Louis XIV et des membres de sa famille à partir de Madame de Maintenon reflète évidemment les sympathies et les antipathies de l'auteur qui, rappelons-le, n'a jamais été un familier ni de Louis XIV ni d'aucun autre membre de sa famille, si on accepte le futur régent, Philippe de Chartres, qui en tout cas a longtemps vécu un peu au marge de la cour de Versailles, notamment après la mort de son père, monsieur. En effet, on entend encore une série complète sur la vie de Louis XIV. Quelques tentatives ont été faites avec, par exemple, des docu-fictions telles Versailles, le rêve d'un roi, ou je songe, par exemple, au plus récent, La guerre des trônes. Il y a évidemment la coproduction Canal+ Versailles, qui est une série en 3 saisons qui a attiré un grand public, mais qui reste très romancée. Il y a plus de fiction que d'histoire, en effet. Cependant, Versailles, il faut dire que c'est un des très rares films où Madame de Maintenon apparaît. En effet, parmi les favorites de Louis XIV, la marquise a très peu attiré l'intérêt des réalisateurs, peut-être parce qu'elle est jugée peu glamour, si l'on exclut Saint-Cyr, avec Isabelle Huppert dans le rôle d'une Madame de Maintenon plutôt aigrie, une Madame de Maintenon, un portrait assez conventionnel de la marquise dévote et de ses relations troubles avec les quêtistes. Oui, donc on attend encore en effet une série, un film sur la vie de Louis XIV. Et donc, vous avez choisi, quand je vous ai contacté pour évoquer cette époque, la série L'Allée du Roi. Alors, peut-être nous expliquer aux auditeurs pourquoi avoir fait ce choix-là et revenir en quelques mots, Elisabetta, sur le pitch de la série. Et oui, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, en effet. C'est une série télé en 2 parties, produite en 1995 par France Télévisions et réalisée par Nina Kompanitz. Il s'agit d'une adaptation du roman de Françoise Chandenagor. Elle retrace la vie de Françoise d'Aubigné, présentant assez, je dirais, trop rapidement son enfance et sa première jeunesse. Et le récit est donc centré sur le premier mariage avec le poète frondeur Paul Scarron, jusqu'à son ascension à la cour de Louis XIV, au mariage secret avec le roi, puis sa mort en 1719. L'accent est notamment mis sur la période où elle fut la gouvernante des enfants de Madame de Montespan et de Louis XIV et sur les relations houleuses avec la marquise de Montespan. Le rôle de Françoise d'Aubigné est confié à Dominique Blanc, qui avait déjà tourné, par exemple, dans La Reine Margot l'année précédente. Elle fait une Madame de Maintenon, en effet, très convaincante, très intense, assez tourmentée aussi, même si le choix de lui faire traverser les âges sans pratiquement vieillir jusqu'aux toutes dernières années interpelle un peu. Une jeune fille, Dominique Blanc, qui avait à l'époque, je crois, 38-39 ans, est évidemment peu convaincante. On aurait mieux fait peut-être de confier le rôle à 2 actrices différentes, je pense, du moins pour la première partie de la jeunesse de Madame de Maintenon. Louis XIV et Didier Sandre, qui fait en effet un roi très imposant, assez fascinant aussi. À mon avis, c'est un pari très réussi, même si l'acteur a 10 ans de plus que Dominique Blanc, alors que c'était plutôt l'inverse, car Madame de Maintenon était plus vieille que Louis XIV. Elle avait au moins 3 ans plus que lui. La date de naissance, 1635, n'est pas certaine, en effet. Je dirais qu'une mention spéciale mérite, à mon avis, Valentine Varela, qui est la fille de la réalisatrice,
et qui joue dans le rôle de Madame de Montespan. Je crois qu'elle est tout à fait parfaite avec cette beauté plantureuse et cette rage de vivre qui devait être en effet propre à la marquise de Montespan. Donc le cast, c'est excellent, je crois. Avant de revenir sur la structure de la série elle-même et d'évoquer ça ensemble, Elisabetta, peut-être faire un petit point, vous l'avez évoqué, hein, cette série est inspirée d'un roman de Françoise Chandernagor. Revenir un tout petit peu sur ce roman et voir comment il a été écrit par l'autrice. Oui, le roman, c'est L'Allée du Roi qui a été publié en première édition en 1981 chez Juillard. L'auteur, qui est membre de l'Académie Goncourt, a maintenant écrit plusieurs romans historiques, mais L'Allée du Roi est son premier ouvrage. En effet, Françoise Chandernagor adopte l'artifice littéraire du journal intime. Elle imagine Madame de Maintenon raconter sa vie à sa pupille lorsqu'elle est déjà enfermée à Saint-Cyr après la mort du roi Soleil. Le roman est donc rédigé à la première personne en forme d'un long récit intime que Madame de Maintenon entreprend d'écrire car je voudrais que vous m'aimiez, dit-elle à la petite fille. Madame de Maintenon n'a jamais écrit de mémoire, alors que c'était en effet la mode du temps chez les femmes et les hommes de la bonne société de laisser des récits plus ou moins sincères de leur vie. Lorsque Mademoiselle d'Aumale lui a demandé pourquoi elle n'écrivait pas l'histoire de sa vie, la marquise de Maintenon aurait répondu pas mes mémoires car il ne faudrait rien taire et encore une fois, je ne peux pas tout dire. En réalité, Madame de Maintenon a longtemps travaillé à forger sa légende post-mortem. Elle a soigneusement sélectionné ses papiers à conserver. Elle a aussi soigneusement trié ses confidences et ses instructions aux demoiselles de Saint-Cyr, par exemple. Elle voulait sans doute laisser une image lisse de soi, une image idéale. Elle a beaucoup travaillé sur sa mémoire posthume de fondatrice, de femme dévote, charitable, avec une conscience aiguë de l'importance de la mémoire sélective pour la postérité. Françoise Chandernagor rédige donc un journal fictif où la marquise dévoile toute sa vie au lecteur. L'auteur a fait un grand travail d'érudition, en effet, le livre est très bien écrit, parfois même trop bien écrit, avec un français très, très académique, très littéraire, quelques passages un peu lourds, mais c'est un plaisir de lecture la plupart du temps. Mais il y a aussi un grand travail de recherche. C'était en effet la première fois que Madame de Maintenon faisait l'objet de recherches si poussées, notamment dans les archives privées. En annexe du roman, il y a un apparat de notes où l'auteur décrit les sources qu'elle a utilisées. Elle a en effet vu une quantité énorme de documents, correspondance, mémoire, édition de sources, études. Il y a donc là un grand travail de recherche derrière ce livre, en effet. Elisabetta Lourgaud, L'Allée du Roi, donc, est une série, vous l'avez dit, produite pour la télévision française, qui est tirée de ce roman de début des années 80, qui paraît à l'écran vers le milieu des années 1990, justement. Alors peut-être, est-ce que vous pourriez évoquer maintenant avec nous comment, vous l'avez dit, hein, c'est en deux parties, comment s'organise ce qu'on peut appeler cette mini-série? Oui, alors... donc, sur le modèle du livre, je dirais que la restitution biographique est très classique. Enfance, péripéties de jeunesse, lente ascension vers la fortune, apogée et sommet des ambitions du personnage, des illusions, dépérissement, vieillesse, mort en retraite du monde. Donc, c'est très classique comme schéma. Tout comme le livre, la série utilise une narration décalée. C'est l'héroïne qui raconte sa propre vie au spectateur, tout comme dans le livre, c'était Madame de Maintenon qui rédigeait son journal. En effet, tout au long de la série, il y a des moments où on cite des passages tirés du roman. C'est donc par la voix et du point de vue de la marquise de Maintenon elle-même que le spectateur revit son existence avec toutes les difficultés et les questions posées par ces stratagèmes narratifs. À la différence du livre, toutefois, la série passe très rapidement sur l'enfance de Françoise d'Aubigné. Et c'est très regrettable à mon avis, car c'est justement la période de sa vie la plus obscure,
sur laquelle on a très peu de documents. Mais c'est aussi très intéressant. Cela aurait été une occasion, par exemple, de montrer des scènes de vie au grand siècle, loin des splendeurs de la cour. Notamment le séjour de Françoise d'Aubigné et de sa famille à la Martinique est totalement ignoré, alors qu'à mon avis, il s'agit d'une des parties les plus réussies du roman, avec par exemple une très belle description du voyage par la mer et des conditions de vie des esclaves, par exemple. On ne voit rien, pas non plus de la famille de Françoise. Il y a seulement une très courte séquence, très rapide au début, où on voit son père et sa mère dans la prison de Dior. Dans le livre, c'est très touchante la description des funérailles nocturnes de son frère Constant. C'était peut-être un suicide dans les fossés du château de Morcey. Je cite ici le livre, « J'ai vu longtemps briller entre les arbres la lumière de la lanterne dont mon oncle éclairait le repas. Puis elle disparut dans la nuit et avec elle les souvenirs de mon frère, dont on ne me parla jamais plus. » Mais il n'y a pas non plus dans la série l'autre frère de Françoise, Charles, qui a créé pas mal de problèmes à Louis XIV et à Madame de Maintenon par la suite. Rien non plus sur son séjour au château de Murcey chez sa tante de Villette, à laquelle la petite Françoise s'attache beaucoup. C'est dommage, en effet. Disons que la série cède un peu à la fascination pour la vie de cour à Versailles, ce qui est tout à fait compréhensible, en effet. Aussi, le cœur du récit est évidemment la rivalité entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan, les duels pour un roi, pour reprendre le titre du livre d'Agnès Volx sur Madame de Maintenon et Madame de Montespan. Elisabetta Lourgaud, vous connaissez très bien cette période, vous connaissez son historiographie, alors peut-être ça serait intéressant de voir, de resituer d'ailleurs cette série dans le contexte de production historiographique de l'époque, mais aussi de voir quelle source historique la production a utilisée pour réaliser la série. Oui, alors je le disais que même si Françoise Chandon-Argon a fait un grand travail de recherche sur des sources inédites ou très peu exploitées en tout cas, dans son récit, on sent surtout l'influence de trois sources. La correspondance de Madame de Maintenon, évidemment, ses entretiens avec les demoiselles de Saint-Cyr, les souvenirs de Madame de Caylus et les mémoires de Saint-Simon. Il manquait à l'époque du roman et de la série une édition critique de l'ensemble de la correspondance de la marquise. Ces entretiens de Saint-Cyr incluent souvent des confidences savamment réélaborées et expurgées par Madame de Maintenon elle-même, afin de restituer, on l'a dit, une image exemplaire de la fondatrice. Et les souvenirs de Madame de Caylus sont sujets à caution à cause de la proximité entre cette dernière et la marquise, qui a très probablement veillé sur la première rédaction du texte. Mais l'influence des mémoires de Saint-Simon est très lourde dans la description de la vie de cour et dans la restitution de certaines figures. Par exemple, Louis XIV, les dauphins, Philippe d'Orléans, frère du roi. Certains passages du livre et par conséquence de la série sont des transpositions presque littérales des épisodes de mémoire saint-simonienne. Prenons par exemple la figure du dauphin, Louis de France. Il est montré comme une sorte d'imbécile qui traîne péniblement à Versailles, qui va chez Madame de Maintenon pour lui chanter les louanges de la chasse aux loups. Et Madame de Maintenon de relever que je crois qu'il comptait les mots et il avait résolu de ne pas en dépasser un certain chiffre. Du coup, un personnage très terne. Or, le dauphin n'était certainement pas comparable à son père, il était sans doute peu brillant, assez médiocre parfois, mais ce n'était pas un imbécile noué dans la graisse, comme le décrit Saint-Simon et comme on le retrouve dans la série, en effet. On peut dire le même du portrait de Monsieur, le frère du roi, qui est très conventionnel aussi. C'est l'homosexuel extraverti que l'on se plaît à mettre en scène, suivant encore une fois Saint-Simon, qui ne l'aimait pas et le connaissait très peu. Elisabeth Charlotte de Bavière, la seconde madame, qui détestait Madame de Maintenon, est presque absente de la scène. On la voit seulement
il me semble, dans un plan séquence dans la chapelle de Versailles. On passe aussi très rapidement, et là encore c'est très regrettable à mon avis, sur la dernière partie de la vie de Madame de Maintenon, notamment sur ses relations avec la duchesse de Bourgogne. On voit seulement celle-ci se plaindre avec Madame de Maintenon de ce que l'on s'en prend à son mari, le duc de Bourgogne, lors des débâcles dans la guerre. Et puis il y a la scène de la mort de la duchesse, désormais dauphine, avec la phrase célèbre « Madame, vous allez à Dieu » et la duchesse de Bourgogne qui répond à Madame de Maintenon « Déjà, ma tante ». Et c'est tout, en effet. Donc, il y a des manques très regrettables, en effet, oui. Et pour ce qui est, Elisabetta, de la bibliographie, vous nous en avez fourni une à jour, on va dire, en tout cas pour celles et ceux qui voudraient se renseigner sur la période Louis XIV, en tout cas, et sur la vie de cour. On la retrouve sur la page de notre émission, sur le site histoireensérie.com. Alors maintenant, j'aimerais peut-être que vous nous disiez, dans cette série, vous qui connaissez bien la période, on l'a déjà dit depuis le début, quelles sont les grandes thématiques qui sont à la fois abordées et que l'on peut retenir pour les auditeurs? Alors, les thèmes principaux sont les mariages avec Paul Scarron, la rivalité entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan et la liaison avec Louis XIV, qui en effet s'impose comme le thème principal de la seconde partie de la série, tandis que la première partie est centrée sur le mariage avec Paul Scarron, justement, et sur la liaison avec le marquis de Villarceau. Alors, la liaison avec Villarceau, qui est mise en doute par quelques historiens, mais qui est à mon avis fort probable, est montrée comme une liaison sexuelle à laquelle Françoise d'Aubigné met un terme lorsqu'elle comprend que cela pourrait ruiner sa réputation et ses chances de réussite pour toujours, comme son amitié avec, par exemple, la célèbre courtisane Ninon de L'Enclos, qui apparaît dans la première partie de la série. En abordant le mariage avec Scarron, on mentionne son engagement dans la Fronde. Je dois dire que les scènes dans l'hôtel de l'impécuniosité, qui est comme on surnommait la maison de Scarron et de Françoise d'Aubigné, sont parmi les plus réussies du film, à mon avis, et aussi parmi les plus intéressantes. On sent très bien cet air frondeur de Paris et le goût de la provocation, cet air de liberté qui a duré très peu, mais qui a marqué fortement les esprits, en creusant la voie aux salons et cafés littéraires qui seront un peu le berceau de la Révolution. La relation entre Françoise d'Aubigné et le marquis de Villarceau est sensuelle. Les deux amants sont pleins de feu, ils sont jeunes et sans souci, jusqu'au jour où Françoise d'Aubigné décide d'entrer dans la dévotion, comme on disait à l'époque. Et puis, il y a l'amitié avec le maréchal d'Albret, qui est à peine esquissée dans une scène, et c'est dommage car elle aurait pu constituer un pendant avec Villarceau. Ce qui se passe en effet dans le roman, où Villarceau est l'amant brutal et sensuel, alors que le maréchal d'Albret est l'ami fidèle, l'aimant platonique, le vrai amour. La relation avec Louis XIV est amorcée dès la première partie, et tel est le fil rouge de la série, un peu le fil rouge de la série, évidemment. Je trouve très bien représenté le début de leur amitié et de l'attraction du roi, qui est séduit par cette femme mûre qui lui rappelle évidemment sa mère. Louis XIV adorait Anne d'Autriche, et je crois que toute sa vie, en effet, il a cherché une femme qui lui ressemblait, qui ressemblait à sa mère, et sur laquelle se reposait aussi pour, par exemple, dans le gouvernement de sa famille. Il a sans doute cru avoir trouvé à Madame de Maintenon, et ils ont formé malgré tout, je crois, un couple affectionné. On voit aussi de la passion entre eux, même si moins enflammée qu'avec Villarceau.
mais au fil des scènes, on voit aussi le côté, je dirais, moins romantique de l'affaire. L'âge venant, par exemple, les dégoûts qu'inspire l'acte sexuel à Madame de Maintenon vieillissante. En effet, le parcours d'un vieux couple est assez bien esquissé, même si, comme je l'ai déjà dit, on passe un peu trop rapidement sur les dernières années, et notamment sur les années terribles de la guerre de sécession d'Espagne. Parmi les moments qui attirent le plus l'attention, il y a sans doute je dirais la guerre avec Madame de Montespan, la sultane reine qui ne veut pas lâcher prise, servie par une performance extraordinaire, je crois, de la part de Valentine Varela, pleine de vie, de séduction, avec cette beauté fastueuse baroque qui sied si bien à Versailles. Une des séquences les plus réussies est sans doute, à mon avis, celle du triomphe de Françoise d'Aubigné, lorsque Louis XIV la titre Madame de Maintenon devant tout le monde et surtout devant Madame de Montespan qui vient de l'humilier pour ses origines humbles. Le conflit entre les deux femmes sur l'éducation des enfants est aussi très bien reconstruit. Il y a deux scènes très jolies avec Madame de Maintenon, Louis XIV et les enfants de Madame de Montespan. À la fin de la première partie, le roi visite Françoise au château où elle élève ses enfants, les enfants de la marquise de Montespan et de Louis XIV. Et il y a la mise en scène est vraiment efficace parce qu'il y a le petit duc du Maine qui a, je crois, 2 années, qui s'efforce inutilement de se promener avec ses jambes trop courtes, Françoise qui raconte une histoire aux enfants et le roi qui écoute, Louis XIV qui ne veut pas déranger ces beaux tableaux d'une mère avec ses enfants. Une mère, oui, car il voit avant tout une mère dans Françoise d'Aubigné qui lui rappelle sans doute sa propre mère en Autriche. Et dans la seconde partie du film, nous voyons Louis XIV visiter Françoise, gouvernante de ses enfants, pour apprendre leur progrès. Et ils conversent ensemble aimablement. Le roi lui prend une main en cachette. Ce sont de très beaux moments de cinéma, à mon avis. En revanche, d'autres thèmes et d'autres figures demeurent à peine esquissées, voire ignorées, et c'est dommage. Par exemple, la querelle du quiétisme est seulement mentionnée, alors qu'elle a été, je crois, un tournant dans la vie de Madame de Maintenon, qui a depuis adopté une aptitude plus prudente, plus effacée même face aux querelles religieuses, en lâchant beaucoup de ses anciens amis. Mais c'est un moment clou aussi dans la relation avec le roi. Et il a sans doute risqué là une disgrâce durable d'être renvoyé en effet je crois que sans l'extrême besoin de Louis XIV d'une femme faisant fonction de reine dans sa famille après la mort de la reine Marie-Thérèse et la mort de la dauphine, une famille qui devenait ingouvernable. Qu'on songe par exemple aux querelles infinies entre ses filles, entre ses fils et le dauphin, entre les bâtards légitimés et leurs sœurs, etc. Il l'aurait sans doute renvoyé, je crois. La dauphine aussi est presque ignorée. La dauphine, la princesse de Bavière, l'épouse du dauphin. On la voit seulement lors d'un bal après la mort de Marie-Thérèse, qui est d'ailleurs l'occasion de citer une phrase célèbre de Louis XIV. Nous ne sommes pas comme des particuliers, nous devons tout entier au public. Une note personnelle, j'aurais bien aimé voir la visite de Pierre le Grand à Madame de Maintenon, qui est mentionnée un peu rapidement dans le livre et n'est pas filmée dans la série. Et je trouve que c'est très dommage. Voilà. J'aurais aimé la voir.
Alors, si on vous suit, les habitants, on comprend bien qu'on n'est pas du tout, d'ailleurs, dans ce que vous avez évoqué à l'introduction, dans la série Versailles elle-même, qui est une série qui est beaucoup plus, on va dire, sur le faste de la vie de cour. Avec l'Allée du Roi, cette mini-série, on est beaucoup plus dans l'intime. Et j'aurais aimé Oui. maintenant peut-être que vous nous expliquiez comment, justement, cette série met en scène véritablement cette vie qui est beaucoup moins connue de Louis XIV, en tout cas cette vie privée, puisqu'on connaissait très bien sa vie publique. Oui, le scénario est de premier ordre, je crois. Il manque de scènes à l'extérieur dans la première partie. C'est une partie en effet plus intime, oui, plus à l'intérieur. Elles sont très rares. Mais je disais par exemple que l'hôtel de Scarron, l'hôtel de l'impécuniosité, est très bien reconstruit et les metteurs en scène ont réussi à donner en effet un air d'authenticité, l'air du temps même lors des studio. Dans la seconde partie, en revanche, dans la seconde partie, le décor devient fasteux. On a tourné à Versailles, évidemment, et évidemment, tout est magnifique. Les costumes sont corrects, je crois, le scénario est éblouissant, la musique tout à fait adaptée. On écoute, par exemple, plusieurs extraits de Lully. Mais je retiendrai surtout la scène du premier bal à la cour où Françoise d'Aubigné est invitée. Un bal nocturne à la lumière des lampes dans les jardins de Versailles, où le roi, encore jeune, danse avec la reine et ses deux favorites. C'est une scène magnifique, je crois. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le décor des appartements de la marquise de Montespan. Dans les films ou séries sur le Versailles de Louis XIV, en effet, on voit d'habitude, en réalité, un décor du XVIIIe siècle. C'est moins le Versailles de Louis XIV que le Versailles de Louis XV et surtout le Versailles de Louis XVI et Marie-Antoinette qui est montré. En effet, c'est le Versailles qu'on voit encore aujourd'hui. Ici, au contraire, nous avons de vrais décors grand siècle et c'est en effet un mérite de cette série, je crois. Finalement, je trouve très touchant le final. Dans la dernière scène, après, nous suivons le regard de Madame de Maintenon mourante, donc après la mort du roi Soleil. Elle est enfermée à Saint-Cyr. Elle est dans son lit à l'agonie. Nous suivons son regard. Elle se tourne vers la fenêtre de sa chambre à Saint-Cyr. Et la voici dans le jardin de Saint-Cyr, jeune femme qui va à la rencontre de Louis XIV, qui l'attend dans l'allée de Saint-Cyr, au fond de cette allée du roi qui a marqué toute sa vie. Et c'est justement le final du livre qui est reproduit dans la série, qui est juste magnifique. Je trouve qu'il donne une image très exacte, mais aussi très touchante de ce parcours extraordinaire de Madame de Maintenon, de la misère de l'enfance juste au face de la cour et puis la retraite juste avant sa mort. Et aussi l'amour authentique qu'il y a eu entre Madame de Maintenon et Louis XIV, je crois. C'était un vrai couple, finalement. Et ça, dans la série, c'est très bien remarqué, très bien reproduit, je crois. Et en effet, déjà dans le livre. Elisabetta Lurgo, qu'est-ce qu'on pourrait retenir alors en conclusion véritablement sur cette série des années 90, peut-être aussi, je ne sais pas, la resituer historiquement sur le plan, vous l'avez dit, de sa construction et de voir par rapport à l'évolution de l'historiographie aujourd'hui ce qu'on pourrait en retenir. Et malgré le fait que cette série ait plus de 25 ans, est-ce que c'est encore un intérêt d'aller la regarder? Oui, parce que je crois que l'intérêt premier de cette série, c'est encore aujourd'hui la tentative d'aller jeter un regard
privé, un regard particulier sur la vie de Madame de Maintenon, qui en effet demeure encore un peu inconnue, même si on connaît très bien sa correspondance, on connaît très bien en effet son parcours de vie, ce parcours extraordinaire, non? Elle naît dans une prison de Dior, elle vit dans la misère, une enfance dans la misère, une première jeunesse encore dans la misère, et puis dans l'incertitude du futur. Elle ne sait pas vraiment comment s'en sortir de cette situation précaire. Et puis elle s'est créé tout un réseau d'amitié qui l'aide à surmonter les difficultés, et finalement elle est présentée à la cour grâce à ce réseau d'amitié, et notamment grâce à l'amitié avec la duchesse de Richelieu. Puis, il y a son amitié avec la marquise de Montespan, parce qu'au début, elles sont amies. La marquise de Montespan propose elle-même à Louis XIV de confier leurs enfants à Madame de Maintenon, à Françoise d'Aubigné, qui n'est pas encore Madame de Maintenon. Et donc, au début, elles sont amies, ou même il y a une relation de confiance avec la marquise de Montespan. Puis l'amour, ce grand amour, je trouve assez romantique avec Louis XIV, qui est le grand roi, le roi Soleil, qui n'hésite pas toutefois à choisir une femme de son gré pour l'épouser, même si, oui, en secret, il ne déclarera jamais le mariage, donc ça restera toujours un mariage secret. Et c'est sans doute le choix de Louis XIV. Peut-être Madame de Maintenon aurait préféré d'être déclarée, en effet, parce que je crois que personne aime rester caché. Donc, je crois qu'en effet, il aurait aimé voir le mariage déclaré, et c'est évidemment un choix de Louis XIV qui a choisi de assez secret pour toute une série de raisons, évidemment. Mais il reste toutefois un amour authentique. Je crois, ils ont formé un vrai couple. Donc, le mérite de cette série est justement de nous montrer comme même un grand roi comme Louis XIV, qui avait tous les préjugés de l'époque, qui était très convaincu de la supériorité, par exemple, de la noblesse, de l'aristocratie, etc., n'a pas hésité à choisir une femme d'origine obscure parce qu'il l'aimait, et il avait de l'amitié pour elle, et sans doute il voyait quelque chose de sa mère d'Autriche dans la figure de Madame de Maintenon. Donc, il y a surtout l'intérêt de voir la relation entre Louis XIV et Madame de Maintenon, qui, comme je l'ai dit, est très, très peu, on s'est très peu concentré sur cette liaison dans les séries télé, dans les films. On s'est plutôt concentré sur la relation, par exemple, avec Madame de Montespan, qui en effet plus glamour, et elle est plus fascinante, elle est plus intrigante, en effet, donc, que Madame de Maintenon, qui est la dévote, la gouvernante des enfants. Donc, je comprends que ça, de Maintenon, en effet, peut être moins intéressante pour le grand public que Madame de Montespan, mais je crois en effet que le grand amour de Louis XIV, après sa mère, a été Madame de Maintenon. Donc, je crois que le grand mérite de la série est de mettre en lumière cette relation très intime entre Madame de Maintenon et Louis XIV, en effet. J'ai dit que j'aurais aimé, par exemple, voir justement pour cette raison, pour mettre en lumière cette relation très intime, j'aurais aimé voir un peu plus à propos de la dernière partie de leur vie, lorsqu'ils sont un couple vieillissant, un couple ancien, désormais le mariage a duré 32 ans, donc c'est un très long mariage entre Louis XIV et Madame de Maintenon, et cette dernière partie est un peu esquissée un peu trop rapidement, à mon avis, et c'est un peu dommage, parce que
On aurait aimé en effet voir un vieux couple qui est peut-être peu glamour, mais qui est très, très intime, très intéressant à voir. Mais en effet, je crois que c'est une grande réussite comme série. Du point de vue de la réalisation cinématographique, de la mise en scène, mais aussi du point de vue historique, du point de vue du récit. Donc, oui, je peux dire que je recommande sans hésitation de voir cette série aussi à un public qui peut-être ne la connaît pas. Elisabetta Lurgo, merci d'avoir fait avec nous cette émission et d'avoir fait l'amitié de faire cette émission en français, puisque ce n'est pas du tout votre langue maternelle, on l'aura entendu. Et oui, on l'a remarqué, je crois que je ne suis pas française, mais désolée. Non, mais c'est très, très bien, je vous remercie. Et j'allais d'ailleurs aborder avec vous maintenant le fait que justement, avec Élodie Pinel, vous êtes l'une des piliers, en tout cas, vous animez l'émission du podcast Histoire en série en version italienne. Alors peut-être, dites-nous, qu'est-ce que vous nous réservez avec Élodie dans les prochains numéros? Oui, nous allons analyser la représentation de la figure du pape, par exemple, à l'époque, dans les séries italiennes. Et puis, nous allons réfléchir encore un peu sur la formation des romans nationaux, donc le récit du roman national italien dans les séries italiennes. Et on vient justement d'analyser les 3 séries sur la Renaissance italienne, 2 séries sur Filippo Neri et une série sur le roman Il nome della rosa par Umberto Eco, qui nous ont inspiré un peu une réflexion justement sur la formation du roman national italien. Et on va encore réfléchir sur ce roman national italien, le risorgimento italiano, et puis la figure du pape qui est très liée au risorgimento italiano dans les séries italiennes. Donc, je vous conseille de suivre aussi l'émission italienne si vous comprenez l'italien. C'est aussi l'occasion d'entendre parler italien et ces podcasts en VO, justement, d'Histoire en série, fonctionnent très, très bien et on vous en remercie parce que vous faites étudier ici en italien. On a aussi la même version en anglais. On va développer en allemand et en espagnol avec des intervenants locaux et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir justement aussi le regard des séries, sur les séries en tout cas, dans les autres pays européens. Donc, comme dit Elisabetta, suivez notre actualité sur Twitter et on vous dira un peu plus sur la sortie des prochains numéros. Ce numéro-là et les autres, vous avez tous les résumés qui sont disponibles, comme les numéros italiens, sur notre site internet histoireensérie.com. Elisabetta, merci beaucoup pour ce numéro sur l'allée du roi et puis à bientôt pour les podcasts en italien ou pourquoi pas en français. Oui, pourquoi pas. Merci. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a stranger.